Voilà, donc maintenant on va procéder à l'installation de HMail Server. Bon, donc la procédure est assez simple. Il suffit en fait de suivre la configuration, en tout cas la procédure standard. On peut choisir d'installer tout ou partie des composants, mais dans une installation de base, il faut conserver les deux composants principaux. Là, c'est en fait les services, donc la plateforme proprement dite, et là, la console d'administration, qui est indispensable bien évidemment. Et on peut voir que la somme des deux, en fait, ça n'excède pas 13 mégas, ce qui fait qu'en fait, ça a une empreinte assez légère pour une plateforme de messagerie. Alors ensuite, la dernière étape critique à retenir, c'est celle-ci. On nous demande de choisir le type de base de données que l'on veut installer. Alors par défaut, il est capable, et c'est préconisé de conserver ce choix par défaut, de fournir une version légère et compacte de Microsoft SQL, donc la base de données de Microsoft, ou bien on pourrait choisir en cochant ici d'opter pour une base extérieure de type MySQL ou Microsoft SQL ou PostgreSQL qu'il est capable d'installer lui-même. Mais le mieux est d'utiliser le composant interne ici. Donc on fait suivant, on installe un mot de passe qui va servir à l'administration. Alors ça peut être tout simplement le même mot de passe que le compte administrateur si on préfère simplifier, mais dans la pratique ça serait peut-être bien de le dissocier de façon à avoir un administrateur dédié. On fait install, on voit que l'installation ici est très rapide, ici il est en train de créer la base de données. Voilà, et quand c'est terminé, on a une case de cocher, on peut démarrer directement l'exploitation. Alors on arrive sur cette fenêtre où on peut cocher de manière à avoir automatiquement une connexion au démarrage, et on sélectionne le serveur que l'on veut administrer, en l'occurrence ici le serveur local, puisqu'il n'y en a qu'un. Donc on fait connect, il nous demande le fameux mot de passe que nous venons de renseigner. Et nous voilà arrivés à la fenêtre d'administration, alors qui démarre par un message de bienvenue et qui nous propose ici un assistant d'installation où il nous préconise d'ajouter un domaine que l'on va s'empresser de nommer pluton.org pour être en corrélation en fait avec notre DNS que je vais à nouveau vérifier ici, qui gère la zone pluton.org dans laquelle on avait mis nos informations et notamment nos alias. Donc pluton.org va être notre nom de domaine de messagerie, et une fois qu'il est fait, on sauve. Vous voyez qu'ici se crée un conteneur pluton.org dans lequel on peut créer des comptes utilisateurs. Donc c'est très simple, on va l'appeler Bob pour le premier, et on y met un mot de passe, ou pas, mais il est conseillé d'en mettre un, qui sera crypté. Donc il sera crypté. On ne le voit pas ici, mais il sera utilisé en crypté lors des échanges. On fait sauver, on va créer, alors vous voyez ici, on peut revenir en arrière, ici on a bien des comptes, Bob, on revient créer un deuxième compte, qu'on va appeler Alice, on va mettre à nouveau un mot de passe, et on le sauve. Donc voilà, nous avons nos deux comptes. À ce stade-là, la machine est prête à être utilisée. Alors on peut revenir en haut, au niveau du statut. Ce qui est intéressant ici au niveau du statut, c'est qu'on a une fenêtre qui nous permet de voir les alertes de configuration et leur degré de sévérité. Si c'est une sévérité de type high, c'est bloquant pour le fonctionnement. Donc ici, on s'intéresse à voir en fait ce qui se passe. Il nous dit que on n'a pas spécifié un nom de machine publique pour cet ordinateur dans les paramètres SMTP. Alors, SMTP, c'est le protocole. Les paramètres SMTP, ça doit être ici, settings, paramètres, protocole, on cherche SMTP, un nom de domaine public. Alors, le domaine public, c'est pour envoyer des messages, donc ça va être ici, livraison de messages, localhost name, ici, nous devons mettre le nom de la machine. Alors, la bonne idée, c'est de l'appeler comme ça, puisque ce nom est résolu et résolvable par le DNS. On va sauver, mais le nom que vous mettez là doit être résolvable dans le DNS. Après, le meilleur choix, à mon avis, c'est celui-ci.
On l'a sauvé, on revient sur Status. Normalement, l'alerte a dû disparaître. On a un petit état des lieux qui nous dit que la base Microsoft SQL fonctionne, que le système est en action. On peut le mettre en pause en cliquant ici. On peut voir ici un état des lieux des messages qui auraient été envoyés, des flux qui auraient traversé le serveur. Et on peut voir ici, en loguant ou en arrêtant ici, et en effaçant si besoin, la surveillance du système. Alors maintenant, il faut savoir que surveiller, et on va le vérifier tout à l'heure. Et dernier bouton ici, ça permet de voir les mails en transit en affichant la file d'attente de livraison. Alors ici, en fait, on verrait les mails qui n'auraient pas encore été collectés par les clients de messagerie. En dessous de tout ça, on a possibilité de créer des règles. On en parlera un petit peu plus tard. On a possibilité de régler des spécificités sur les protocoles. Alors on en a vu notamment une tout à l'heure. Mais on peut choisir par exemple le numéro de port, utiliser un relais SMTP. Ça serait très pratique si on était derrière un serveur vers lequel tout ce qui sort d'ici doit être relayé. Par exemple, si on fait appel à un serveur d'un prestataire. Bon, alors beaucoup de choses que l'on ne détaillera pas ici pour l'instant. Pour le protocole POP, c'est assez sommaire, et pour le protocole IMAP, c'est assez limité. On va désigner les dossiers qu'on veut utiliser, et puis quelques paramètres ici de fonctionnalité. On a un anti-spam qui est activé par défaut, puisqu'il est intégré, dans lequel on peut agir sur certains leviers. Alors pour l'instant, on ne va pas l'installer et l'utiliser, mais il ferait appel au moteur Spam Assassin. Ici, il faudrait cocher ça pour que tous les mails soient renvoyés vers cette adresse, c'est-à-dire en local donc, sur ce port-là sur lequel tourne le processus Spam Assassin. Alors pour l'instant, on ne va pas le faire. Ensuite, on a un antivirus, et pour à peu près les mêmes raisons, on ne va pas faire nos tests tout de suite, mais on peut voir le comportement adopté en cas de virus, mettre en liaison avec le moteur d'antivirus qui s'appelle Clam Antivirus, qui est un antivirus sérieux et efficace, auquel cas on cocherait cette case, et on peut voir les comportements, les réglages que l'on peut faire pour exploiter notre antivirus. On en arrive à la fenêtre de logging. La fenêtre de logging, si on l'active, on peut sélectionner les protocoles, les composants éventuels que l'on veut tester. Et on peut conserver des logs ouverts dans des fichiers et les voir. Mais en simplement les sélectionnant ici, je vais faire sauver en bas ici à droite. Et je vais pouvoir bénéficier dans la fenêtre ici tout à l'heure des logs, la possibilité de voir l'activité en temps réel quand je le souhaiterais en appuyant sur stop ou start selon ce que je veuille arrêter ou démarrer. Donc ça c'est fait ici. On descend vers le bouton Advanced. Advanced, on a auto-bannissement qui est activé. Auto-bannissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, au bout de 3 tentatives de connexion infructueuse, 3 pouvant être modifiées par exemple par 6, pour une durée de 30 minutes, pendant laquelle il est impossible de faire quoi que ce soit, donc on ne peut rien faire d'ici 30 minutes, on serait bloqué pendant 1 heure, 60 minutes ici. Alors ça sert à quoi? Ça sert à protéger l'accès à vos boîtes aux lettres, que ce soit pour envoyer ou recevoir des mails. Si quelqu'un tente d'utiliser un compte en essayant par exemple des mots de passe, au bout du nombre de tentatives qui est indiqué ici, ce compte serait bloqué. Alors vous seriez bien évidemment pénalisé également, mais vous pourriez faire appel à l'administrateur. Ça permet d'éviter le vol de compte, tout simplement. Alors, dans un premier temps, on va le laisser cocher, mais on sera prudent, on fera attention à se souvenir de cette possibilité. On va sauver ce paramètre, je l'ai mis à 6, ici. Ensuite, on a la possibilité, nous ne le ferons pas là, de créer, d'ajouter des certificats privés ou d'en créer soi-même de façon à crypter les échanges. On peut aussi définir des règles, alors en ajoutant, en éditant, en retirant des règles. Ici, vous en voyez 2. Une règle locale, une règle comportant toute la plage d'adresse IPv4 avec la possibilité pour chacune de ces règles de spécifier les permissions qui sont faites et d'exiger par exemple certaines conditions d'exploitation. Alors par exemple ici on voit que la règle
global qui s'applique à toutes les adresses IP, autorise l'utilisation de SMTP, POP et de IMAP, de l'antivirus, de l'anti-spam, n'exige pas forcément, exiger ne veut pas dire qu'il est interdit, mais ça n'exige pas obligatoirement d'utiliser les protocoles de sécurisation SSL ou TLS, oblige, c'est-à-dire cette fois-ci exige, l'authentification pour l'envoi de mail, donc c'est le protocole SMTP, quand on voudra envoyer d'un mail d'une adresse vers une autre en local, ou d'une adresse interne vers l'extérieur, ou de l'extérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire si ce serveur doit servir de relais. Pour ce qui est de la livraison des mails, c'est-à-dire de la réception, tout est autorisé sans restriction. D'accord? Ici, on ne va rien modifier, donc je vais pouvoir sortir de là. Pour le reste, on ne va pas s'occuper de nos paramètres ici. On peut voir ici qu'on a la possibilité de sauvegarder notre configuration, qu'on a la possibilité de faire des requêtes de recherche MX, du diagnostic, mais on verra ça dans un deuxième temps. Donc voilà, on va sortir de là. On va ouvrir une fenêtre de commande, et cette commande va nous permettre de savoir si nous avons des ports et des connexions à ce que l'on va afficher de manière numérique, donc AN veut dire all numérique. Numérique, pourquoi? Parce qu'on veut voir les numéros. De quoi nous intéressons-nous? À quoi nous intéressons-nous? Au protocole TCP. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche les ports qui sont utilisés par les protocoles de messagerie. Et les ports utilisés qui m'intéressent, c'est le 25, le 110, le 143. Ces ports-là, le 587 ici, me permettent de m'assurer que mes services de messagerie d'envoi, de réception POP et IMAP et d'envoi authentifié sont activés. Donc l'envoi avec authentification, c'est SMTP plus authentification, c'est ce port 587. L'envoi sans authentification, c'est SMTP, c'est le port 25. La réception POP3, c'est le port 110. La réception IMAP, c'est le port 143. Ce qu'on ne voit pas ici, si on les recherchait, c'est les ports 993 et 995 et 464 qui concernent tous les protocoles que je viens de citer lorsqu'ils sont associés à SSL, c'est-à-dire lorsqu'ils sont cryptés. Ici, on n'a pas activé le cryptage comme on a pu le voir tout à l'heure, mais ces ports sont ouverts. Donc, ce que l'on peut faire maintenant, c'est mettre de côté un peu cette configuration de messagerie, configurer un service DHCP qui va permettre à nos postes clients, et en l'occurrence ici, moi j'ai préparé un poste client qui est ici, un Windows 7, donc vous allez voir que ce Windows 7 normalement n'a pas encore obtenu d'adresse IP. Alors oui, je dis une bêtise, il en a une, on va aller voir à faire le ménage, ou bien c'est une adresse qu'il avait précédemment pour laquelle j'ai pas fait de ménage. Donc c'est probablement le cas. Ah oui, alors il est passé en configuration alternative ici. Hop, on va le mettre comme ça. Et on va s'apercevoir qu'il va au bout d'une minute et demie, après avoir tenté de faire une requête, il va obtenir une adresse IP qui sera probablement une adresse APIPA. Alors je vais laisser tourner ça. Je vais revenir sur le serveur et on va programmer une plage d'adresse IP, ce qu'on appelle donc une étendue. Alors je vais aller assez vite parce que ce n'est pas l'objectif principal de cette démonstration, mais on aura bien l'occasion d'en reparler plus en détail dans le cadre d'une autre présentation. Étendue pour les clients du réseau. Voilà, je lui donne un nom. Ici, le nom n'a pas vraiment d'importance. Je fais suivant, je donne une plage d'adresse qui doit correspondre à mon réseau et j'estime le besoin à une cinquantaine d'adresses par exemple. Le masque est conforme. On ne met pas d'exclusion et de retard. On met une durée de 8 jours, c'est très bien, ça concernera notamment les ordinateurs de type bureau, les ordinateurs fixes. Et je mets des options. Donc je configure des options. Alors les options sont lesquelles? La passerelle.
172.16.0.254. Alors pour rappel, si je reviens sur mon schéma, je suis en train de paramétrer le DHCP ici, qui va avoir pour mission de donner des adresses IP sur ce réseau-là à des postes clients, et qui aura pour mission d'indiquer la passerelle qui sera cette terminaison d'adresse, c'est-à-dire 172.16.0.254. Sa dernière mission va être d'informer les clients que le nom de domaine pluton.org est géré par ce serveur DNS. Donc voici la terminaison d'adresse. Donc la passerelle, la voici. Le nom de domaine, c'est pluton.org. L'adresse IP, c'est 172.16.0.250, nous l'avons déjà. On fait suivant, il n'y a plus de serveur Wins aujourd'hui dans les résolutions modernes d'adresse, donc on peut la supprimer. Voulez-vous activer une étendue pour les clients avec des baux d'adresse? Oui, bien sûr. Terminé. Alors normalement, on voit ici que au-dessus de la souris ici, le mot actif est annoncé, donc mon étendue devrait déjà fonctionner. On peut voir aussi ici le petit indicateur avec la petite coche en vert, ce qui veut dire qu'a priori tout est OK. Donc du coup, je vais sur mon poste client, je refais cette commande, je m'aperçois que j'ai une adresse temporaire de format APIPA, et je vais renouveler une nouvelle demande en espérant que ça fonctionne, puisque je suis disposé à obtenir des adresses normalement d'après ma configuration. Alors je vois que j'ai reçu le nom de domaine pluton.org, la première adresse de ma plage, de mon étendue, l'adresse de passerelle, le suffixe DNS par défaut pluton.org, et si je cherche à savoir avec cette commande des précisions, je verrai qu'au niveau de mes serveurs DNS, j'ai obtenu l'adresse du DNS, c'est-à-dire que tout a l'air OK. L'adresse du DNS, rappelons-le, c'est cette machine-là pour nous. Alors, on peut commencer à faire des tests du type ping pluton.org. On voit que ça ping le serveur, alors que je n'ai même pas précisé le nom du serveur. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Et si je ping par exemple pop3.pluton.org, ça ping et ça nous révèle le vrai nom de la machine. Donc on comprend qu'il s'agit d'un alias que nous avions créé précédemment. Et on peut faire également le test NSLOOKUP, qui consiste à interroger le serveur par défaut vers lequel il est connecté. Alors on s'aperçoit que le serveur ici signe non pas avec le nom de domaine qui correspond à notre messagerie, mais avec son nom de domaine de naissance, qui en soi n'est pas très gênant du moment qu'il n'y a pas d'erreur de timeout. On paramètre un setType égale MX parce qu'on s'intéresse que aux enregistrements de MX par exemple, et on cherche à déterminer pour le domaine pluton.org quel est le MX. On voit une réponse quasi immédiate où pluton.org possède comme MX de préférence 10 le serveur win-pmqfvf15har.pluton.org, qui est son vrai nom, rappelez-vous, assez compliqué à retenir, et qui possède l'adresse 172.16.0.250. On constate que tout est OK, que ça fonctionne tout à fait convenablement. Deuxième test. Alors pour faire ce deuxième test, je vais avoir besoin d'ajouter une fonctionnalité qui va me permettre de faire des tests de connexion au service POP SMTP, c'est-à-dire au port 25 et au port 110. Pour ça, j'ai besoin d'installer le client Telnet. Donc je viens le spécifier, je vais attendre que le système m'installe ce client et je vais pouvoir ensuite faire des tests de connexion. Alors c'est pas quelque chose de très agréable à faire à l'œil, je dirais, je veux dire par là que c'est pas très joli, mais c'est utile dans les procédures de diagnostic. Donc on va se connecter en tant qu'administrateur sur cette fenêtre de commande et on va pouvoir faire un telnet du serveur, alors par exemple en donnant un de ses noms,
en étant précis sur le nom de domaine. On sait, puisque nous l'avons pingé précédemment, que ça fonctionne, on peut l'atteindre. Donc ça, en précisant ici le port 110, devrait nous permettre d'atteindre le port 110 de ce serveur. Alors on voit que la requête démarre et même si on est relativement patient, on s'inquiète du temps qu'elle met à répondre. Alors vous allez voir que en fait cette requête va échouer. Et alors on peut se poser la question pourquoi cette requête échoue, et on va revenir sur le serveur, on va revérifier les différents paramètres avec un simple diagnostic. On va revérifier que le port -1-PTCP, le port 110 est ouvert, et on fera aussi le test sur le 25 et on peut voir déjà d'ores et déjà qu'il est ouvert. Donc on se pose la question du pourquoi ce délai d'attente, et puis est-ce que c'est normal ou pas. Et pour vérifier, moi, je vous propose de faire exactement le même test ici côté serveur, c'est-à-dire de faire un telnet pop3.pluton.org, exactement le même test sur le port 110. Et alors, pour les mêmes raisons, telnet n'étant pas présent, on va l'installer. Alors ça ne s'installe pas tout à fait pareil parce que on est sur un serveur, il faut ajouter une fonctionnalité. Donc on va passer sur l'ajout de fonctionnalités. Les fonctionnalités, c'est l'écran d'après. Et vous cherchez le client telnet, que voici. On active, il n'y a pas grand chose à faire, c'est assez rapide. On va voir ici la progression qui devrait se libérer pratiquement en une seule opération, une seule fois. Alors, je suis peut-être un petit peu pressé ici. Finalement, vous voyez, je suis un petit peu ambitieux sur le fait que ça met pas longtemps. Voilà. Donc, on va attendre un petit peu. Alors, ça marche. Donc, on va même faire le test avec le port 25. Ça fonctionne aussi. On va revenir sur le poste client. Je retourne sur le poste client et je constate que ça n'a pas marché. Je vais essayer le port 25. Ça ne fonctionne pas non plus. Pourtant, lorsqu'on fait un ping, on l'a fait, mais je préfère le refaire pour être très clair, ça fonctionne. Que se passe-t-il? Sur le serveur, le pare-feu protège l'accès au service. Donc, deux solutions, soit désactiver le pare-feu, ce qui serait probablement pas une bonne idée, ou bien créer une règle de façon à permettre l'accès au protocole de messagerie qui nous intéresse. La règle qui nous intéresse, nous, est une règle de trafic entrant que nous allons ajouter. Alors, comme c'est une règle que nous maîtrisons, il s'agit d'un port ici sur un protocole TCP, on connaît le port 25, le port 143, le port 110, le port 465 quand on mettra le SMTP sécurisé, et puis le 587 pour SMTP authentifié. Donc, on peut les indiquer par des virgules ici. Donc ça va être 25, 110, 143, 587. Ici nous avons SMTP, POP3, IMAP, SMTP authentifié. Donc voilà la liste intéressante pour nous. Donc les ports spécifiques avec le protocole TCP que nous allons autoriser, quel que soit le profil de connexion, domaine privé ou public, les trois cases vont rester cochées. On lui donne un nom du type par exemple messagerie électronique. Et on termine. On peut voir que notre règle prend la tête de liste des règles et qu'elle est activée et qu'elle autorise les protocoles qui sont donc spécifiés ici. Alors protocole TCP associé à ces ports-là. Maintenant que c'est fait, retour sur le poste client. Ici je suis sur le client.
on a pu voir tout à l'heure que ça ne fonctionnait pas. Nous refaisons le test, ça fonctionne instantanément. On va faire le test avec Pop. Il suffit de changer de port ici. Ça fonctionne. Voilà, donc à ce stade-là, notre machine cliente est capable de dialoguer avec le serveur, d'accéder à ses services. Il n'y a pas de règle par feu qui l'en empêche. Le DNS fait bien son travail et les requêtes qui visent le serveur MX arrivent bien à localiser le serveur. Donc à ce stade, notre machine cliente est prête à recevoir un client de messagerie et nous allons dans une prochaine configuration vérifier que notre serveur soit capable d'envoyer des mails, par exemple entre le compte de Bob et le compte d'Alice qu'on a créé tout à l'heure. Alors ça va être très très simple, il va suffire d'installer sur le compte client, sur le poste client, le logiciel de messagerie.